Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission thématique. Et oui, on revient là-dessus, ça faisait longtemps et grâce aux supplications et au lobbying de Corentin, on est de retour pour un podcast sur un sujet particulier. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un monsieur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Joe Madureira et on va revenir notamment sur l'une des seules BD qu'il a produites qui s'appelle Battle Chasers, notamment parce que après 20 ans d'attente, la suite va arriver vraiment en 2023, c'est promis. Et donc on s'était dit avec Corentin que ce serait bien quand même d'en parler pour ce qui va constituer un des grands événements comics de 2023. Mais comme nous ne sommes pas vraiment des enfants des années 90, en tout cas que nous n'avons pas eu nos premiers émois adolescents avec Battle Chasers, nous avons invité des personnes dont c'est le cas, parce que nous voilà, on aime faire parler les personnes concernées, tout simplement. Donc, on a le plaisir de revoir avec nous, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, Frédéric Sigrist. Bonjour à toi, Fred. Bonjour tout le monde, je suis ravi, enfin, je suis là pour parler d'autre chose que d'un film de merde, et ça fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir de t'avoir, surtout que c'est vrai que vous le savez, enfin, je le dis pas à ceux qui nous écoutent, mais ça fait longtemps qu'on vous en a parlé de ce podcast, et il voit enfin le jour, comme quoi tout arrive à point à qui sait attendre. Et je dirais même que Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais avant d'enchaîner sur un autre dicton, on accueille Fabrice Fadiga. Bonjour Fabrice. Salut Arnaud, ça va? Ça va très très bien. Donc Fabrice qui ouais. pour vous expliquer un peu à point à qui c'est t'attend, hein. Voilà, c'est ça. Voilà, donc si vous voulez comprendre un petit peu la tonalité passive-agressive de notre ami Fabrice, c'est qu'il m'en veut beaucoup de lui avoir effectivement fait miroiter un podcast chiol auquel je n'ai finalement pas pensé à le convier. Et depuis, donc du coup ça fait quand même bientôt un an, en fait dès qu'on se voit c'est la tape dans le dos et le coup de couteau pour aller avec, quoi. C'est ça. Chaque fois. Mais voilà, tu vois, je t'avais dit que tu viendrais, tu finirais par venir. Et là, on va te laisser la parole beaucoup, puisque effectivement, sur ce sujet, je ne ferai office que de gentil hôte et de passeur de micro, puisque effectivement, sur le sujet-là, clairement, moi, je serai le moins pertinent. Une fois n'est pas coutume, Corentin est avec nous, évidemment aussi. Bonjour, Corentin. Salut. Tu vas bien? Oui. Et là, vous allez voir que c'est encore plus drôle parce qu'effectivement, on a que 3 micros pour 4 personnes et donc on va se le partager avec l'ami Corentin. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire donc Joe Madureira. Est-ce que tu veux faire un petit topo juste sur le personnage avant qu'on aille dans le vif du sujet en demandant justement ce que je faisais la blague, mais c'est un vrai sujet, c'est de vous demander après à nos invités quel est votre rapport à Joe Madureira, comment vous avez rencontré son œuvre, mais d'avoir juste un tout petit topo sur cet artiste illustre. Oui, alors c'est très rapide puisqu'effectivement la carrière de Joe Madureira c'est un peu celle d'une étoile filante dans le ciel des comics pour ensuite passer dans une autre galaxie qui est celle du jeu vidéo. Pour résumer, donc c'est un artiste qui commence très tôt. Quand il est au lycée, on lui offre un stage chez Marvel et il va commencer à faire des intérieurs. D'abord pour des histoires de 8 pages, puis ensuite sur les X-Men à l'époque de l'âge de l'apocalypse, je crois. Ce qui va être compilé dans Astonishing X-Men volume 1 en 94-95. Puis il va continuer un peu à travailler chez Marvel pour l'industrie des super-héros. Il va commencer ensuite à prendre ses distances pour rejoindre J. Scott Campbell et Humberto Ramos et fabriquer donc Battle Chasers de ses petites mains. Mettre la série en pause après de longues périodes de retard et commencer à creuser l'une de ses plus grandes passions encore que le comics, qui est le jeu vidéo. D'abord en travaillant avec une boîte qui voulait créer des jeux originaux sans moteur graphique. Puis après, il va travailler un peu avec Richard Garriott. Puis ensuite, il va travailler avec Vigil Games pour la série des Darksiders qu'on connaît, et non pas Darkstalkers. Jusqu'à ensuite fonder son studio de jeux vidéo à lui, Airship Syndicate, et annoncer un crowdfunding pour la relance de Battle Chasers, qui devait être ses compagnies de comics qui finiront par arriver maintenant cette année, et un JRPG au tour par tour qui est sorti sur toutes les plateformes très récemment. Voilà pour le très gros résumé, en n'oubliant pas Avenging Spider-Man évidemment, et surtout Ultimates 3 avec Jeff Lobb, qui est l'un des je vois Cédric Gris qui rigole qui est l'un des grands moments de la vie des Ultimates, on va dire, en comics, qui précède Ultimatum et la grande refondation qui arrive ensuite avec Hickman. Donc voilà, une personnalité des comics qui compte, qui a beaucoup marqué les années 90 principalement, qui est aussi l'une des anticipations en fait du style un peu manga animé et jeux vidéo dans les comics, où à l'époque justement c'est l'air du muscle, c'est l'air des corps sexy. Madureira aussi, mais il a un propos qui tend vers l'exagération et vers le message d'influence et de style très dynamique, qui fait que on pourrait le voir comme une sorte d'amorce de cette génération un peu club d'eau américaine, on va dire, qui commence petit à petit à ramener des idées qu'elle a pris notamment au Japon.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation, messieurs? Elle est bigrement exhaustive. C'est beau. C'est beau, Corentin. On sent qu'il a bossé son sujet. Il travaille toujours bien, c'est un plaisir. On est vraiment les spectateurs les mieux placés. Ouais, c'est magique. Très bien. Mais justement, le but de ce podcast, c'est que vous ne soyez pas seulement spectateur, mais bien acteur de ce podcast, de cette émission. Et donc, je vais commencer par toi, Fabrice. Wow. Est-ce que tu peux, là, je te jette dans le bain et tu n'auras pas de brassard. Est-ce que tu peux nous dire donc quel est ton rapport à Joe Madureira? Comment tu as découvert cet artiste, avec quel BD, et comment ça t'a marqué? Je l'ai découvert vraiment dans le désordre. J'étais encore en Côte d'Ivoire à cette époque-là. J'étais peut-être trop jeune pour lire ces bandes dessinées, mais c'était à la Librairie de France où je farfouillais dans les rayons comics, bandes dessinées. Enfin, tout était calé au même endroit. Et j'étais tombé donc sur des fascicules semiques à l'époque de Battle Chasers, et ainsi que tous les autres on va dire toutes les autres productions Cliffhanger. Et à cette époque-là, dans ma tête, tout était bien segmenté. Il y avait les BD franco-belges, il y avait les mangas et les comics. Et là, c'était la première fois où je voyais un comic book qui ressemblait un peu à un manga, et j'avais trouvé ça vraiment trop cool, parce que c'était un peu la bagarre dans ma tête et même dans ma famille de cette fois-ci je vais acheter des mangas, cette fois-ci je vais acheter des comics, et c'était le meilleur des deux mondes à cette époque-là pour moi. Donc c'est le choc du métissage à l'époque. D'accord, très bien. Je te pose la même question, Frédéric. Toi, où est-ce que tu as découvert Joe Mad? Moi, c'est très simple. Je l'ai déjà dit sur votre chaîne. Oui, parce que c'est une chaîne maintenant, on peut le dire. Moi, c'est l'alpha et l'oméga des comic books, c'était les X-Men. Et on sortait de la période Jim Lee, qui avait été tout aussi impressionnante qu'elle avait été sidérante, parce qu'on s'est tapé tout un tas de clones de Jim Lee ensuite dans les X-Men, et ça a été un de ces premiers moments où j'ai vraiment senti que la franchise avait du plomb dans l'aile. Et quand Madureira arrive, ce qui était marquant, c'est surtout le design des personnages tel qu'il l'amenait, c'est-à-dire ce mix entre l'Ouest et l'Orient. Et je me souviens notamment de Storm, qui est un de mes personnages préférés, dessiné par Madureira, qui était absolument fascinante, et ça précédait tout le design qu'il a composé pour l'ère d'Apocalypse, où là vraiment il s'en est donné à cœur joie, où Rogue était complètement influencé par le Major Kusanagi de Ghost in the Shell, et aussi par non pas Ghost in the Shell le film, mais vraiment le manga de Masamune Shirow, avec des corps très très fins, la coupe au carré, etc. Et c'était une vraie révolution graphique, et c'était vraiment sur les X-Men un des premiers dessinateurs qui avait décidé de ne pas singer Jim Lee, qui était vraiment qui était encore présent même quand il était plus là, quoi. C'était et ça a vraiment été un choc. Je me souviens aussi de ce design de Magneto dans l'ère d'Apocalypse, où en fait le masque était complètement fermé, on ne voyait que les yeux, donc ça donnait un aspect hyper stylé au personnage, et qui me fascinait, parce que comme en plus moi j'étais un petit peu déchiré dans mes passions, d'une part par le comic book qui m'avait été donc transmis par mon oncle, mais depuis que j'avais 6 ans, mais qui lui était un amateur de pilotes, de John Bushma, de Jack Kirby, etc. Donc moi vraiment John Byrne, tout ça, c'était des dessinateurs. Le comic book, c'était ça, c'était ce style-là. Et en même temps, l'arrivée de l'animation japonaise en France, avec tout ce mouvement initié par Shingo Araki, le Kara Design de Ulysse 31, Lady Oscar qu'on retrouve aussi sur Saint Seiya, et j'adorais ça aussi, et donc j'étais entre les deux, et effectivement Madureira est arrivé et a quelque part incarné la synthèse de ces deux styles. Mais il a été aidé à la même époque de manière très très forte par l'industrie du jeu vidéo, et c'est pour ça que c'est marrant comme quoi sa carrière est tout le temps indissociable du jeu vidéo. C'est que les jeux Capcom évoluaient de plus en plus, la franchise Street Fighter,
avec Street Fighter 0 et notamment certains des chara design de ces franchises. Akiman, un des principaux chara design de Capcom, qui dessinait les corps musculeux mais avec une ligne claire. C'était pas les traits hachurés et par exemple à la David Finch où tout est noirci. Non, c'était vraiment des blocs de muscles très bien faits et en un trait on arrivait à saisir le relief. Ce qui est éminemment compliqué à dessiner, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que avoir juste un trait pour bien dessiner le volume d'un triceps, c'est super compliqué. Et en fait, c'était une des influences majeures de Madureira, qui kiffait la manière dont ils avaient conçu leur jeu et leur sprite, et qui l'a en fait incorporé dans un système de narratif plus propre au comic book. Donc en fait, si tu veux, c'était une sorte de carrefour de rencontre de tout ce que j'aimais. Et bah voilà quoi. Évidemment, moi j'étais déjà acquis à la cause. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on a une époque en plus où il y a des échanges de personnel, on va dire, ou d'imaginaire, notamment dans le jeu vidéo, puisque donc Street Fighter 2 sort fameusement en créant le genre du jeu de combat tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec Akiman, Bengus qui font les designs, des trucs super archétypaux en plus d'ailleurs avec leur recul, mais qui vont rentrer dans l'histoire. Tu vois, les designs Street Fighter 2 sont des personnages qui vont marquer tout le jeu vidéo. Et à côté de ça, Capcom licencie les droits de Marvel pour l'X-Men notamment. C'est qu'à l'époque, on a des jeux X-Men, on a aussi le jeu Marvel Super Heroes, on a des jeux de combat en fait où les héros Marvel se tapent sur la gueule. Et comme il y a une sorte de frénésie qui s'amorce entre Capcom et SNK pour produire du crossover avec Art of Fighting, Fatal Fury qui fusionne pour faire King of Fighters, et à côté de ça, Final Fight qui s'invite dans Street Fighter, on se dit ce serait marrant, on a la licence Marvel, on a la licence Street, les deux sont populaires, et si on faisait un mélange entre les deux. Et c'est là justement qu'Akiman, Bengus et une autre artiste dont j'ai pas retenu le nom, excusez-moi, qui a notamment travaillé sur Darkstalkers, Kinu Nishimura, voilà. Oui, merci beaucoup Fadika, vont en fait s'approprier les héros Marvel et notamment les designs de Jim Lee pour leur donner cette esthétique plus japonaise mais aussi plus comics. Et c'est là en fait que cette époque, il y a vraiment un bouillonnement en fait des rencontres parce que les mangas arrivent aussi aux États-Unis, l'animé arrive aussi aux États-Unis. Faut voir quand même quand Akira est arrivé aux États-Unis, c'était en version couleur avec les sens de lecture inversés et tout. Là, on commence à arriver vraiment vers un manga plus noble, une animation plus noble, et on voit effectivement que Madureira quelque part, il a plus d'influence dans les créations japonaises que ce soit animation et jeux vidéo. Enfin, on cite beaucoup Art Adams aussi évidemment, que en fait voilà dans l'historique comics classique même de ses contemporains quoi. Ce que j'avais envie de dire en fait quand même avec vos témoignages, c'est que au départ c'est quand même en fait un choc visuel pour vous. En vérité, c'est plus une histoire de chara design et de patte visuelle plus que forcément alors ces planches ou la narration. C'est totalement, parce qu'en plus Battle Chasers à l'époque je l'avais lu dans le désordre, enfin j'avais pas le début et tout, et en fait ça faisait quasiment office pour moi d'artbook. Je me prenais tarte sur tarte à chaque fois que je tournais les pages, et j'avais eu la même chose sur un autre artiste mais français cette fois, Kevin Hero 34, qui avait fait HK avec Jean-David Morvan en France, et en fait c'est quasiment les deux faces d'une même pièce. Il y a juste l'Atlantique qui sépare, mais c'est quasiment qui aide à l'éveil sexuel aussi de l'adolescence. Exactement, oui. avec des chara design féminins très émoustillants. Et puis des scènes très explicites de. Il y avait du full frontal. Oui, de baise sur 3 à 5 pages, mais très détaillées et avec aussi un apprentissage, utilisation du préservatif et tout ça. Donc autant te dire que quand toi t'es adolescent et que tu lis ça, ton cerveau il est je pensais pas qu'on atteindrait le point adolescence grivoise aussi vite, mais je crois que vous l'avez vendu à Arnaud là. J'ai vu ses yeux s'éveiller. Je peux te les passer. J'ai d'ailleurs les éditions en double si tu veux coller des pages. C'est bien d'avoir des doubles. Alors du coup sur la période Marvel, donc on retient les X-Men quand même. Il y a Deadpool aussi. Oui, bien sûr. Oui. Mais en fait, quand je parlais des X-Men, j'intégrais déjà Deadpool parce que c'était la suite logique. Mais pour revenir sur son style graphique, c'est vrai que c'est aussi une période, la période cliffhanger et l'âge d'or de ces dessinateurs qui prennent le pouvoir. C'est aussi un moment très particulier dans l'histoire du comic book parce que jusqu'à maintenant, la dramaturgie d'une planche était toujours ce qui primait sur le chara design. En fait, tu regardes par exemple Marc Silvestri, quand il travaille avec Claremont, c'est d'une lisibilité, mais c'est vraiment le script de Claremont qui prime et qui va dicter l'agencement des cases. Et ensuite, Jim Lee
amène un tel style de dessin fouillé, c'est presque palpable visuellement, c'est-à-dire qu'il va dessiner son Magneto qui est sur son Asteroid M en peignoir en train de regarder l'espace, et tu vas avoir les cases derrière lui. C'est-à-dire que tu as ce personnage côté droit de pied en cap, et derrière tu vas avoir les cases qui continuent de raconter le reste de l'histoire, comme si visuellement, sur la même planche, il y avait la nécessité pour le scénariste de dire je suis là quand même pour raconter une histoire, et en même temps, fais-toi plaisir, t'as envie de dessiner Magneto de pied en cap. Et c'est vraiment ce moment où tu sens que le dessinateur décide parce que il est très doué aussi, mais de prendre un peu le pas sur le scénariste. Et quand Madureira arrive, le travail a déjà été pré-mâché, et lui il arrive vraiment avec une refonte des pleines pages à gogo, avec des personnages qui sautent comme ça vers le lecteur, et puis aussi avec cette particularité qui m'avait marqué. Alors il y a des gens qui sont fétichistes des pieds. Moi, je suis fétichiste des mains de Madureira, parce qu'en fait, et ça, c'est vraiment quelque chose qui tient de l'animation japonaise, c'est que par exemple, pour les personnages, un personnage sauvage comme Wolverine, parce que c'est souvent un peu le maître étalon de celui sur lequel on aime bien s'essayer, tous les précédents dessinateurs dessinaient Wolverine les poings fermés avec les griffes qui sortent. Lui, il était capable de les dessiner avec les mains complètement crispées et les griffes par-dessus. Et ça, la manière un petit peu presque octogonale de dessiner les phalanges aussi, c'était déjà un dessin dans le dessin. Donc il y avait c'était plus du tout la planche qui rendait le dessin intéressant, mais presque une cartographie du corps dessiné par le dessinateur en question. C'est-à-dire que regarder une main dessinée par Madureira, ou un cou avec des veines qui, tu vois, et un pectoral qui se contracte avec les épaules, c'était déjà une sorte de voyage. Tu visites le Grand Canyon, quoi. Et c'est ça qui l'a amené, et qui était complètement en opposition avec le style habituel de dramaturgie des comic books. Où t'as envie de jusqu'à maintenant, c'était faudrait peut-être qu'on avance, hein. Moi je me rappelle d'un épisode des Fantastic Four qui était où John Byrne dessinait un combat entre les 4 Fantastiques et les Skrulls qui avaient pris l'apparence des X-Men. T'avais Colossus qui se battait, qui passait à travers, qui projetait un adversaire qui passait à travers un camion, puis dans un immeuble, et tout ça sur une planche. Donc il y avait vraiment ce mouvement de tous les instants. Chez Madureira, ça n'a jamais été ça. C'était vraiment le personnage en rage, en pleine page, qui justifie le voyage. Que de la pose iconique. Et tu parlais, il y a une sorte de trinité chez moi pour moi chez Mad, c'est les mains, les mâchoires, et comme tu disais, les pecs /seins. Il y a cette construction, une sorte de triangle d'or en fait sur le personnage qui est assez incroyable, et notamment ses mains comme tu disais. Je crois qu'il avait dit je dessine des personnages avec des grosses mains pour tenir des grosses épées, pour frapper sur des gros monstres, et ça se revoit d'ailleurs dans Darksiders, où on a où on a du coup Guerre qui arrive avec ses putains de mains, de gants, et sa grosse épée, et c'est un truc qui est oui Arnaud, grosse épée. Et c'est un truc qu'il aime beaucoup et qui m'a marqué. D'ailleurs c'est avec la contre-plongée aussi, c'est un truc les personnages vus légèrement du dessous, comme si la caméra était sous la ligne de la ceinture, et avec le corps qui trace une ligne qui va vers la tête, qui est comme une sorte de triangle. Ça, c'est la grande spécialité de Madureira, parce que du coup, ça donne tout de suite à l'idée d'un personnage qui te surplombe et qui te domine. Donc il y a vraiment quelque chose. Madureira sur du Bendis, c'est antinomique. Ça peut pas fonctionner. Ouais. Ça peut pas fonctionner. Je pense que il reçoit un script de Bendis, et il va bugger, il va exploser, il va dire qu'est-ce que je fais? Je peux rien faire. C'est vraiment lié à des personnages qui sont plus grands que nature. C'est le gars de la pose iconique métissée. En fait, le soft power japonais, c'est lui. C'est aux États-Unis, c'est lui. En France, encore une fois, comme tu disais, c'était Kevin Hero qui a donné naissance à des Balak derrière et autres. Mais ouais, pour moi, c'est le pur produit du métissage américano-japonais.
Oui, bah d'ailleurs, c'est un mec qui a pas vraiment, enfin, il a reçu des cours, une formation artistique classique, mais il explique qu'il s'est beaucoup, en fait, formé en autodidacte. Et donc, notamment, bah voilà, en copiant donc, le style de Hakiman, Bengus, sur les jeux, Darkstalkers, Darksider, pardon, Street Fighter, etc. Et donc, pour les animés, et aussi Chrono Trigger, une phase très importante de sa carrière d'artiste. Donc après ça, justement, donc on a la période Marvel, et puis après, il va aller vers vers Battle Chaser, je vais pas y arriver. Mais on gardera ça pour plus tard. Je voulais juste qu'on fasse un petit créneau, parce que du coup, bah, Arnaud, si tu me permets. Du coup, par Ultimates 3, quand même. Pas forcément pour le scénario, quoi qu'on peut en parler si vous voulez. Mais aussi parce que, justement, là, il change quand même d'utilisation de la couleur, d'utilisation du grain, d'utilisation de la lumière, pour faire un truc qui ressemble pas forcément à ce qu'il a fait jusqu'ici. Donc déjà, votre avis d'expert par rapport à ça, et si vous voulez, on peut aussi parler du scénario d'Ultimates 3. Ça va, ça va aller. Non, sur le Ultimate 3, ce qui m'avait plu, parce qu'il y a des choses qui plaisent aussi dedans, c'est son utilisation de Wolverine. Encore une fois, avec lui, il transforme l'adamantium en or. C'est un affrontement, je crois que c'était avec Hawkeye. Ouais. Nico, l'affrontement avec Hawkeye et la gestion des impacts de balles sur Wolverine. C'est resté, je crois que c'est lui qui a installé ce truc avec ses impacts circulaires, avec les différentes couches en fait de corps, enfin de chair et d'adamantium en train de, enfin un peu doré suite à, on va dire, au choc avec le métal. Et encore une fois, en un dessin, en une planche, il avait redéfini un peu l'impact d'une fusillade sur Wolverine. Alors que dans la plupart des autres comic books, c'était tiens, on me tire dessus, il y a des morceaux de vêtements qui partent et tout, etc. Lui, c'est un gars invincible, enfin quasiment indestructible. Le métal se fracasse contre un métal encore plus dur et ça donne quelque chose de visuellement intéressant. Et son Hawkeye, il aurait pu aller directement dans un Metal Gear. C'était vraiment là, toute la tenue avait changé, les lunettes. On était très très loin de la vision même installée par Hitch. C'est juste un sniper au début. Oui, voilà, où c'est juste un sniper. Là, il y avait une fois de plus, c'était le filtre animation et jeux vidéo qui avait été posé sur mais quand les même Ultimates. plus postmoderne, parce que dans Ultimates 3, donc pour rappel, Ultimates 3 qui est le segment de Jeff Lobb où on va tuer la sorcière rouge, et a priori Quicksilver, mais on découvrira plus tard que pas du tout, pour que Magneto soit bien vénère et fasse le fameux ultimatum de David Finch où voilà, il se passe des choses dedans. Là quand même on a un truc qui est à mon sens étonnamment américain, justement, pour du Joe Madureira, parce que si on met de côté, par exemple, le Venom, qui va avoir effectivement ce côté, encore une fois, très Capcom et tout, les proportions sont généralement quand même peu plus réalistes, on va dire, et le dessin des personnages féminins, par exemple, ressemble beaucoup à ce qui se fait à l'époque en mainstream aussi. Mais pour la bonne et simple raison que quand il est venu travailler sur Ultimates, il était déjà plus là. C'est vraiment... il était déjà parti dans le monde du jeu vidéo, il avait déjà des liens très très forts qui étaient en train de se développer. Il y avait le travail, il y a énormément de travaux de Madureira qu'on n'a pas vu, notamment sur Warhammer, parce qu'il travaillait là-dessus, sur l'adaptation jeu vidéo de Warhammer 40 000, et ça faisait déjà un certain temps. Le projet, c'était l'Arlésienne, repousser. Ça, c'est une constante dans la vie de Madureira. Il est sur des trucs il va travailler longtemps sur des trucs qu'on verra jamais. Et en fait, au bout d'un moment, financièrement, c'est devenu tendu. Et c'est pour ça qu'il est revenu travailler chez Marvel. Parce que, évidemment, tu penses bien que quand il a annoncé qu'il partait avec Cliffhanger faire Battle Chaser, qu'ils ont vu le succès de Battle Chaser et qu'ensuite ils ont vu que ça s'arrêtait et qu'il partait pour le jeu vidéo, dans le même temps, je pense que tous les mois, son téléphone, allez, reviens, ça te prendra pas beaucoup, viens nous faire un Spider-Man, viens nous faire un X-Men, tu dessines ce que tu veux. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand il revient sur les Ultimates, alors que pourtant il y a une charte graphique qui est là pour se distinguer du monde Marvel traditionnel 616, là c'est Ultimate, c'était vraiment des costumes réalistes, voilà, qui devaient être adaptables dans une idée qu'on se fait du réel. Lui, il revient avec quelque chose de très très voilà, de très, qui ne fonctionne qu'en bande dessinée, pour les hommes comme pour les femmes, et avec quelque chose de très générique dans les inspirations, mais il était déjà plus là. Donc en fait, c'est vraiment
et c'est la même chose sur son Avenging Spider-Man. Tu sens qu'il le fait parce qu'il sait le faire, et encore il y a d'autres dessinateurs qui sont peut-être moins flashy mais qui dessinent mieux. C'est-à-dire les planches. Ces personnages sont très beaux, mais quand tu regardes le nombre de fois où il triche en faisant un combat où c'est juste l'ombre de Spider-Man qui met un pain à quelqu'un, et là tu te dis moi je veux bien que t'aies mis 8 mois à faire ton numéro, mais là il y a juste un fond noir qui se bat contre un autre fond noir, et là tout d'un coup il y a une pleine page juste après de Spider-Man. Tu t'es pas foutu de ma gueule là quand même. Mais c'est vrai quand même. C'est ce que je disais. Oui. En termes de composition de planche, dans l'art séquentiel, des fois t'attends la séquence chez Madureira. Tu te dis bah oui, là ton personnage il est super bien fait, mais quand même il y a pas de décor, il y a il y a juste un aplat de couleurs. Tu t'es un peu foutu de ma gueule. C'est-à-dire que moi je veux bien, si tu me ramènes la Chapin 16 tous les 9 ans où tu sors un comic book, là je suis d'accord, je dis ok, je vois où le travail a été fait, mais là tu sens qu'il aime pas ça. Tu sens qu'il aime pas ça. Il n'aime pas raconter des histoires. Il adore dessiner des personnages, mais il n'aime pas aime les poses. Raconter. Voilà. C'est un gars de la pose et pas du mouvement. Et c'est hyper compliqué, mais bon. Voilà. C'est vrai qu'on en parlait en micro, c'était un peu le cas pour plusieurs artistes en fait de Cliffhanger. Donc il y a l'imprint lancé par J. Scott Campbell fameusement, qui est pas non plus connu pour être un narrateur exceptionnel, et en fait dont la réputation s'est surtout bâtie sur ses designs féminins à une époque, donc comme on le disait, où on se posait pas forcément les questions de représentation des corps de la même façon. Sur Jane 13, sur Danger Girl évidemment, qui a même eu son petit succès en jeu vidéo aussi. Quelque part Madureira, moi je le mets pas forcément dans la même case, parce que même s'il dessine des personnages sexy, particulièrement par exemple, on prend Red Monica, en fait ça me rappelle Power Girl quelque part, tu vois. C'est-à-dire que c'est tellement gros au sens propre que quelque part tu peux pas en fait voir ça comme autre chose qu'une blague. C'est des hommes qui sont restés entre eux très longtemps, très très longtemps. Et attention, hein, je fais pas de procès, parce que moi Red Monica, même si aujourd'hui je suis le premier à dire que la représentation féminine dans ces comic books pendant très longtemps et encore aujourd'hui peut être problématique, je ne vais pas faire l'hypocrite aussi. J'aimais beaucoup ça, et même encore aujourd'hui je le dis haut et fort, j'aime voir des belles femmes dessinées à la télévision, n'importe où. Faut arrêter, voilà, je vais pas simplement, je me demande solidarise. Il ne faut pas que ça obscurcisse l'histoire que tu as racontée, et surtout si nous on y a droit, elles ont aussi droit à avoir du eye candy. Voilà, pour moi c'est parité, c'est-à-dire que il faut que ça soit la même chose de part et d'autre, mais quelque chose de beau tu peux l'apprécier. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, bah voilà quoi, moi j'aimais beaucoup Red Monica. Ça a été une révolution, mais comme dans les jeux vidéo, Mai Shirai Nui dans Kings of Fighter, Chun-Li, voilà, c'est une évidence. On peut pas nier la Sexy dans l'Enfeust. Mais oui, exactement. C'est des et c'est fait parce que on sait qui est le lectorat, on sait quel âge ils ont, on sait à quelle période de leur vie ils sont. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que chez moi, j'ai énormément de sketchbooks de Humberto Ramos, de Scott Campbell, et dont je me sers encore énormément pour dessiner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde ça avec mon fils qui a 13 ans et qui, lui, a grandi dans un autre monde, si des fois il me regarde, il me dit quand même, le monsieur, il aime, tu vois, quand je lui montre un sketchbook de Frank Shaw, il me dit, monsieur, il dessine bien, mais il aime vraiment beaucoup dessiner les femmes dans la jungle. Je dis oui. Et tu sais, il me voit sauter des pages comme ça rapidement, en disant non, pas celle-ci. Regarde là. Et Scott Campbell, c'est pareil aussi. Ce qui est fou, c'est que il est capable de très très bien dessiner les hommes et notamment certains super-héros. Il a fait des versions magnifiques, mais simplement, comme au bout d'un moment, c'est pas des grands narrateurs, c'est pas des gens qui arrivent à dessiner le mouvement, comme l'a dit Fabrice. Eh ben, ils gagnent leur vie en convention, en dessinant des pin-up, parce que c'est la marge qu'ils se font sur un dessin de pin-up. Ouais. Qu'est-ce qu'ils iraient faire chier à faire un comic book, ça, ou des couvertures variantes au final, tu vois. Le business des covers de Scott Campbell, c'est quand même un délire maintenant. Oui, il a rien à faire. Donc évidemment, au bout d'un moment, t'as une réalité. D'ailleurs, malheureusement, 9 fois sur 10, quand tu te demandes pourquoi les gens ne font pas autrement, tout simplement parce qu'ils en vivent bien.
et que quand t'en vis bien, bah t'as absolument aucune raison de faire autre chose. Parce que évidemment, artistiquement, avec une forme d'idéologie ou de morale, tu vas dire ouais, je pourrais faire différemment. Mais quand t'as déjà une sorte de vie de famille un peu embourgeoisée, une maison à payer, etc., des projets, bah dire non, fais 3 dessins comme ça, tu les vends, puis qu'est-ce que tu nous fais chier. Voilà, c'est bon, bah exactement. Et surtout quand ta cam c'est dessiner des poses. Mais oui. Pourquoi s'emmerder avec un scénario, avec une composition qui va te prendre une semaine, alors que en convention tu fais plaisir à Jean Gérard qui demande sa petite pin-up. Il veut Psylocke en habit de Wendy dans Peter Pan. Bah voilà. Je vais te faire Psylocke en Wendy dans Peter Pan. Jean Gérard est content. Il dit c'est combien? Il dit $1 500. Ah bah d'accord. Et Jean Gérard il rentre chez lui. On veut pas savoir ce qu'il va faire avec Wendy. Ouais, ça dit ça. Puis tu viens de dire que t'avais je sais pas combien d'artbooks de Franck Chochet toi non plus. Mais donc parce que c'est lui Jean Gérard. Parce que j'ai pas toujours été en couple. Hein. Ah oui d'accord. Il a dit qu'il tournait les pages vite faites pour pas montrer lesquelles étaient marquées. Mais c'est surtout qu'il peut pas tourner certaines pages. Ouais. Ah bah il y en a c'est non mais après voilà, je pense qu'il faut en parler de manière ça fait aussi partie de l'attrait de la bande dessinée quel qu'il soit. Et puis là on est à l'époque des swimsuit special et toutes ces trucs là donc oui, c'est qui sont revenus par la fenêtre avec les Capcom swimsuit spéciaux. Oui. Non. Ah, si. avec justement beaucoup de dessinateurs encore une fois très très métissés américains qui sont les descendants de Joe Mad. Le style des comics Udon si vous aimez justement le trait de Joe Mad et que vous trouvez que ça manque, vous allez lire tous les comics Street Fighter, vous verrez que vous avez même au niveau de l'ancrage et même au niveau de la couleur, c'est un peu c'est ça. La même école. Cela dit quand même, je suis pas d'accord avec vous parce que vous dites, c'est un artiste, ça le fait chier de faire de la narration, etc. Mais c'est quand même cet artiste-là qui se dit, je vais créer tout un univers, mon univers, justement, en allant chercher Chrono Trigger, en allant chercher Darkstalkers et tout, pour faire les comics dont il faut bien qu'on parle aujourd'hui, les comics Battle Chasers, l'événement qui a secoué l'industrie de la bande dessinée américaine, et, le marché indé, qui a topé les ventes de DC Marvel pendant 3-4 numéros. Donc Battle Chasers, déjà, c'est quoi ? Celui qui veut peut y aller. Pourquoi c'est bien ? Et pourquoi c'est encore en retard aujourd'hui? Arrête. Vas-y, commence. Il est vraiment désagréable. Battle Chasers, c'est tu disais qu'on était un peu dur sur sa manière de narrer les choses. Nous, on est amoureux de Joe Mad, on est amoureux de Battle Chasers, mais c'est clairement, on va dire, un univers. C'est comme si Tolkien avait juste laissé un œil de bœuf, enfin une lorgnette sur son univers. C'est Joe Mad, il est arrivé, il a pas fait de l'architecte. Il s'est dit l'univers existe et on va juste prendre des petites parties. Il n'a vraiment pas fait de lore. C'est ce gars-là est arrivé après cette guerre. Quelle guerre? Il vient de cet endroit-là. Où c'est? Il est dans cette ville, mais on a vu qu'un seul donjon. Et en fait, Joe Mad, c'est J.J. Abrams du comic book. C'est ça, c'est un peu ça. Mais Joe Mad, c'est un amoureux effectivement de Donjons et Dragons, de plein de jeux de rôle plateau, de jeux vidéo. Mais il s'est peut-être pas assez posé pour sa construction narrative. Et surtout pour sa construction d'univers. Il voulait raconter des histoires qui lui traînaient dans la tête, comme nous quand on fait une partie de jeu de rôle, quand on lit quelque chose, on se dit tiens, j'ai envie de raconter ça. Mais faire un squelette complet, il en était peut-être pas capable, ou alors peut-être qu'il ne voulait pas. Il voulait peut-être juste kiffer. Il voulait peut-être juste kiffer en racontant l'histoire de Garrison, de Gully, qui arrive après on va dire un âge d'or, un âge glorieux. Mais à côté de ça, le lore, il est plein de trous, mais c'était pas ça qui nous plaisait à l'époque. Fred l'a dit tout à l'heure, on est arrivé, on s'est pris une tarte et on voulait juste kiffer. C'était peut-être pas grave d'avoir un univers vraiment construit avec du liant. On avait cette beauté graphique et ce graphisme narratif. Du coup, c'est quoi l'amorce fictive de cet univers? Alors, en fait, on découvre une jeune fille, Gully. Alors déjà, il faut savoir que
elle a un père qui était un chevalier, qui était extrêmement puissant, qui avait des gants qui lui donnaient des super pouvoirs, et elle, c'est une gamine qui va forcément récupérer les gants, et tu te rends compte que tout Battle Chaser fonctionne sur des archétypes, des fantasmes mouillés d'enfants dessinateurs. C'est ça. C'est la petite fille qui a les pouvoirs de Hulk, quelque chose que par exemple les Runaways reprendront avec Molly. C'est exactement le même schéma, hein. Et donc elle se retrouve avec ces gants là, et elle peut se battre contre des loups-garous extrêmement bien faits, contre des chevaliers. Il y a Calibretto qui a un énorme golem mécanique, parce qu'on est dans une mouvance un peu steampunk, parce que ça aussi ça nous faisait délirer dans ces parties de jeux de rôle un peu plus chiadé, qu'il y a un voleur, il y a un guerrier, il y a un magicien. Là, tu pouvais aussi aller vers une sorte de pseudo-technologie qui dit pas son nom. T'as Red Monica, la voleuse vénéneuse avec une poitrine énorme, et puis ces deux hommes de main, Laurel et Hardy, mais Akiman et Bengus. Oui, exactement. Akiman mais qui en plus ont comment dire qui ont ce design particulier mis au goût du jour par Madureira. Et t'as Garrison, le guerrier au sombre passé, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est déroulé, qui l'a traumatisé ainsi, qui refuse de reprendre son épée, quelque chose que t'as vu dans quasiment tout le cinéma de Hong Kong, voilà, qui est encore quand il y a le succès de John Wick, là c'est encore ça, hein, c'est-à-dire que c'est le guerrier qui a vraiment fait des choses horribles, et non, j'ai décidé tout ça. Kenshin le vagabond. Oui, Clint Eastwood, impitoyable, c'est vieux comme le monde, avec les cheveux un peu longs, comme ça, qui a un design qui en Marcel, en Marcel. Et en mode, je suis trouvé pour ces conneries. La vie m'a brisé. Ne me ramenez pas, mes vieux démons. Exactement, qui boit son alcool, parce que forcément il a des choses à oublier. Et puis le magicien dont je me souviens plus de. Nolan. Ah oui, avec sa grosse moustache, ses lunettes et Tortue Géniale. Hein, oui, voilà. mais ce qui est absolument fou, et à mon avis, je pense que c'est ça qui a précipité la fin de Battle Chaser, c'est que quiconque s'est amusé un jour à dessiner, et j'irais même jusqu'à dire quiconque a un vrai talent du dessin, c'est qu'il y a un énorme fossé entre je sais dessiner des personnages et il va falloir que je les dessine sur une bande dessinée de 22, 30, 40, 50 pages. Et tu peux faire un design de folie. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai énormément de artbooks de jeux vidéo. Tu vois les planches de dessin qui sont faites, c'est absolument fabuleux, parce que les illustrateurs savent qu'ensuite, ce personnage va être modélisé en 3D et va exister via une machine. C'est-à-dire que tu vas pas avoir à redessiner tout, les épaulettes avec le petit ruban bien accroché. Quand tu décides d'avoir l'ambition de faire un chara-design aussi chiadé sur un dessin, il va falloir que tu le refasses 1 milliard de fois. Et ça, même dans l'histoire du manga, j'ai connu peut-être 3 ou 4 noms de gens qui se sont imposés cette rigueur sur le long terme. Il y en a un, il en est mort il y a peu de temps, c'est Miura avec Berserk, où là, tu sens que le gars, il s'est fait chier dès le départ, et tout du long, il a tenu sa charte graphique, mais c'est un rythme et une contrainte physique qui est hallucinante. C'est-à-dire que c'est le moment où le dessin peut presque devenir problématique. C'est-à-dire que la dimension de plaisir du début, tu te dis, ça m'a amusé de le dessiner avec 3 couches d'armure, voilà, des petites entailles dans l'armure, parce que je trouvais que ça faisait classe. Et quand je vais faire une ombre noire, parce que vraiment c'est plus rapide. Et je pense que le gros problème de Madureira, c'est que tellement fasciné par son propre pouvoir de faire des personnages très très détaillés, avec un design aussi fouillé, il s'est retrouvé devant ce dilemme que énormément de dessinateurs de comic book ont su surmonter, c'est que il faut que tu penses mieux ton design quand tu le crées. Si le costume de Superman, il a ses lignes très très claires, si Batman, voilà, la cape, les oreilles et tout ça, c'est aussi pensé pour le confort du dessinateur qui va avoir à le dessiner 252 fois dans le mois. Et si tu l'as pas pensé,
bah tu te retrouves dans Piégé par ton talent. piégé par ton talent, et à un moment où tu vas devoir expliquer à ton éditeur, non en fait, parce que, ou alors il faut que je simplifie, et là on va te dire mais si tu simplifies c'est plus le même personnage, et donc comme c'est ça qui a fait venir les gens au début, et au bout d'un moment tu te dis non, je vais arrêter, et c'est peut-être plus simple de faire du jeu vidéo où là t'es pris en charge par toute une équipe d'animateurs qui vont prendre ce design qui est très chiadé et qui vont dire t'inquiète pas, nous on a des programmes qui peuvent calculer, et ton personnage tu vas pouvoir l'animer, lui faire plein de choses, mais d'une autre manière. C'est pour ça que quand tu regardes le design de personnages sur Xenoblade Chronicles par exemple, ou même les jeux de From Software, ils peuvent, parce qu'il suffit d'un ou deux dessins et après la machine fera le reste dans l'univers qui a été calculé. Alors que quand c'est un comic book, non, tu dois compter que sur toi, et donc si t'as trop compliqué le truc, t'es mort, quoi. Et c'est aussi ça le rôle d'un éditeur, de venir de temps en temps et dire tu vas peut-être te buter en faisant ça. Et gros problème chez Cliffhanger, est-ce qu'il y avait vraiment, enfin c'est pas pour cracher dans la soupe parce que j'ai adoré, mais est-ce qu'il y avait vraiment un taf édito? Parce que tous les récits, que ce soit Steampunk de Chris Bacalo, du coup Battle Chasers, ou c'était quoi le Crimson, Mais Crimson il a terminé. Crimson a été terminé, mais waouh, les longueurs narratives, c'est sûr, mais c'était incroyable de cette époque. Clairement, Humberto Ramos est celui, même s'il a encore décrié, et celui de cette écurie qui pour moi a le plus grand talent de dessinateur de comic book, et il l'a prouvé. Strange Academy, Strange Academy, c'est de très bonne qualité. Son passage sur Spider-Man, il a fait de très bons numéros aussi. Et au bout d'un moment, tu te dis, lui, il a compris ce qu'était qu'un comic book, et la nécessité de dessiner 22 pages par mois. C'est beaucoup. Alors quand on regarde ça et qu'on compare avec le manga, des fois on peut encore dire finalement c'est pas la mort, mais c'est des métiers très difficiles. Rester devant sa planche de dessin tout le temps comme ça. Moi il y a une anecdote que j'adore, c'est sur Dragon Ball et la légende qui entoure Dragon Ball, c'est quand Goku devient un Super Saiyan. Tout le monde dit mais quelle idée, et effectivement ça a rayonné mais partout sur les shonen, tout le monde se transforme et fait Akira Toriyama t'es un génie, un vrai cultural reset, voilà. Ça hein. Et tu demandes à Toriyama pourquoi Super Saiyan, et moi c'est ça, je trouve c'est formidable. Incroyable. Il dit parce que en fait mon assistant qui faisait les aplats de noir, il en pouvait plus de colorier les cheveux de Goku, et donc j'ai voulu lui donner moins de travail. Ouais. Et c'est magique, quoi, parce que tout le monde est là, waouh, mais cette idée, tu vois, c'est un génie. Dans le foreshadowing, il était tellement loin dans le temps, Toriyama, et en fait c'est juste que je le voyais galérer à faire des fonds noirs. J'ai dit maintenant on va lui faire les cheveux blancs. Et pareil comme pour les yeux, hein. Les yeux devenaient colorés, c'est pas parce qu'ils devenaient ariens, c'est aussi c'était une zone de noir à ne pas remplir. Et oui, vas-y, une zone de noir à ne pas remplir. Non. Putain, c'est terrible, c'est terrible. C'est-à-dire que le mec me fait des procès d'intention juste parce que j'ai pas de micro et que je peux pas répondre. Non, mais ça, c'est She-Hulk, hein. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment, mais c'est juste que ça me fait toujours marrer, ce pragmatisme, en fait, et ces astuces qui sont, qui sont ultra logiques quand tu les regardes avec ce point de vue, mais auxquels tu penses pas forcément, où tu dis que c'est un truc de lore, que c'est un truc fait exprès. Non, en fait, c'est juste, pour moi, se fouler sur la planche à dessin. Et Toriyama, toujours dans ses logiques de maximisation du travail, à photocopier des cases et tout, à une époque, c'était un dingo. Même lui-même se disait comme un des plus gros flemmards de la bande dessinée, enfin du manga. Et même encore maintenant. Encore maintenant, le mec, il a Secure the Bag, et maintenant il est bien. Il s'est quand même un peu cassé la santé comme la plupart des mangaka à cette époque-là. Et c'est bien que maintenant on ait plus de documentaires et de petites vidéos sur des auteurs comme par exemple Takehiko Inoue, en totale dépression devant une planche. Oui. Il était brisé physiquement et mentalement. Il s'est mis à quasi... il a demandé qu'on coupe d'ailleurs. Ouais, il était filmé, il a dit arrêtez de filmer. Imaginez ce monstre qui a fait Vagabond, Slam Dunk, qui est en train de quasiment chialer sur une planche parce qu'il devait la rendre. Il savait qu'il n'allait pas le faire, qu'il n'allait pas pouvoir le faire, et qui avait mal physiquement en fait. Vagabond, c'est pas du minimalisme au niveau du crayon, c'est généreux. terrible parce que tu le vois prendre le crayon et tu sens
qu'il a mal à la main, qu'il a mal au bras, qu'il a mal à l'épaule, que ça attaque le cou. Et le type est là et tu sens que quand il tient le crayon, il tremble parce qu'il lutte contre la douleur. Donc en fait, ce niveau de perfectionnement sur un dessin, au bout d'un moment, tu te dis, parce que nous on associe toujours tout ce qui est artistique à l'idée de plaisir, de joie, et en fait non, c'est du boulot. Passer un certain seuil, tu peux vraiment en crever. C'est-à-dire que c'est certaines, je parlais de Kentaro Miura, certaines planches de Berserk, tu sais elles se sont gravées dans sa santé en fait, parce que tu peux pas dessiner ça sur ce rythme-là sans qu'au bout d'un moment si tu fais pas un break, et le problème c'est que si tu fais un break, bah tu gagnes plus ta vie, et parce que voilà, c'est comme ça, et bah au bout d'un moment tu te dis oui, c'est des fois quand tu en tant que lecteur, quand tu regardes des bandes dessinées, je trouve que c'est terriblement ingrat la manière et la vitesse à laquelle on les lit. Que tu oublies l'effort qui a été mis dans la moindre planche. On se rend pas compte du travail qui a dû être fourni par le coloriste, le lettreur, le scénariste, enfin tout ce temps qui a été pris par tous ces gens-là juste pour te faire kiffer. Et en fait, toi, t'es bien à la page, je suis passé à autre chose. C'est quand le prochain? Ça tu le retrouves aussi en spectacle, hein. Moi le nombre de fois où tu t'es cassé les culs à écrire un spectacle et les gens disent c'est quoi, quand est-ce que tu as écrit le premier, et là t'as juste envie de tuer le type, toi je veux que tu meurs, je veux que tu meurs tout de suite. Donc j'imagine les gens qui ont travaillé sur des dessins comme ça pendant des heures, le nombre de coups de téléphone, ouais tu sors ce soir, non j'ai pas terminé ma planche et tout ça, je l'ai lu en 20 minutes, c'était top, hein. Il y a quasiment un aspect pacte faustien vis-à-vis de leur talent où en fait ils donnent tout et les dessins sont incroyables, mais putain l'espérance de vie elle baisse, la barre de vie elle s'éclate à chaque page. On parlait de Calibretto tout à l'heure, mais Calibretto, t'as l'impression que Joe Mad était en combat contre lui-même. Il se voulait du mal. Son chara design est insensé, avec toutes les aspérités sur l'armure, les différentes pièces, les moments où il utilise en plus ses armes parce qu'il est bourré de gadgets. Et encore, je montre les pages en même temps, mais pourquoi se faire ça? Enfin, faire ça pour faire kiffer le lecteur. Mais derrière, non, mais là, je pense que c'est un kiff de nerd absolu, parce que complet, on a parlé de Tortue Géniale pour le personnage de Nolan ou Knolan, selon comment vous le prononcez. Calibretto, bah du coup, c'est Robot de Chrono Trigger. C'est 8 cils Nolan qui se déplace en nuage magique. Mais oui, bien sûr. Bah ça c'est fait exprès. Hein. Donc c'est 8 cils de Darkstalkers, et googlez tout ça si vous voulez voir. Et aussi apparemment le manga et l'anime Giant Robot de Imagawa, basé sur l'œuvre de Yokoyama, et aussi un peu du Jeto dans le ciel, puisqu'on voit un robot qui replante des plantes, où les oiseaux viennent sur lui, etc. Là, je pense qu'en fait, tu vois, il y a aussi ce côté vendeur du Japon. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça évidemment, c'est pour ça aussi que Battle Chasers s'est arrêté tôt, à mon sens, c'est qu'il a fait les clins d'œil qu'il voulait faire, parce que le moindre personnage a un clin d'œil en fait. Tu vois, là on parlait de Garrison. Bon, Garrison, beaucoup de gens l'ont comparé à Guts, donc du manga Berserk, hein, tout se rejoint. A priori, c'est plutôt le personnage de Gaara dans Bastards, parce que vous voyez, pareil, les deux sont extrêmement proches. Même si Guts de base a pas un design ultra original, c'est plus tard qu'il va devenir plus iconique. Il a quand même une plus grosse épée à la Guts. L'épée de Garrison qui fait très Soul Calibur aussi. T'as littéralement une sorte de paupière fermée au milieu. Puis après, c'est aussi l'époque de Final Fantasy VII, hein, c'est-à-dire que les grosses épées. Voilà, les épées qui sont plus grandes que toi. Exactement. Red Monica, donc alors il dit pour la poitrine, on va dire Jessica Rabbit, hein, évidemment, et un personnage de l'animé Saber Marionette G. Exactement. Voilà, Red Berry, je crois que c'est. Yes. Et Saber Marionnette, mais il y a aussi un peu de Slayer, je trouve, dedans. Même de Cutéone, hein. Ouais. C'est Cutéone, bien sûr. Et alors Gulli, on sait pas trop. Moi, j'y vois un peu justement de Baby Bonnyfoot de Darksiders. Ah putain, mais j'arrive pas du tout. Hein. Darkstalkers aussi, donc qui est le petit chaperon rouge, voilà, avec les grosses mains justement à la Hulk, comme tu disais. Pour tenir des Uzi. Certains disent aussi un peu Link dans Zelda, ou Zelda elle-même. Ça, je sais pas trop. Enfin, c'est quand même le personnage le plus manga de tous parce qu'elle a ses grands yeux. Ses couettes. Voilà. Effectivement. Et donc là, à mon avis, tu vois, des loups dès le début, donc oui, et puis les loups, pareil, le côté les loups, Darkstalker, voilà, gros hommage au personnage du loup dans Darkstalkers. Et finalement, à mon avis, une fois qu'il a mis tous les hommages qu'il avait envie, parce que c'est quand même 9 numéros en 4 ans, hein, Battle Chasers, peut-être qu'il s'est dit justement pourquoi est-ce que je vais continuer à passer un an sur un numéro alors que là, je me suis fait ce petit kiff personnel.
J'y reviendrai quand j'aurai plus d'énergie. Ben, en fait, Tout à l'heure, c'est ce que je disais, il voulait faire son petit kiff sans créer totalement l'univers. Il s'est pas tolkienisé. Et il travaillait déjà dans l'industrie du jeu vidéo à ce moment-là. Donc en fait, si tu veux, nous on a eu des interruptions de Madureira, mais lui, il n'a pas eu une traversée du désert. C'est-à-dire que il travaillait avec THQ à ce moment-là sur Warhammer, donc des centaines de. D'ailleurs, tu retrouves bien l'influence Warhammer dans le premier Darksiders, oui, avec les anges armures, et compagnie. les anges et tout. On est complètement là-dedans. Et en fait, Darksiders 1 et 2 étaient déjà validés par THQ, qui, fort du travail qu'il faisait sur Warhammer, était convaincu par Madureira. Et le premier Darksiders sort en 2010, si je ne m'abuse, et il fait un gros succès. Alors Darksiders, c'est en plus l'histoire est géniale pour le coup. Là, il était vraiment à fond. C'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse, et il y en a un, Guerre, qui est envoyé par erreur sur Terre. Voilà, à qui on fait croire que c'est effectivement la fin des temps, donc il faut qu'il débarque. Et il débarque, et on lui fait peser la fin de l'humanité, alors qu'il y était pour rien. On le fait venir trop tôt, et donc il est jugé comme celui qui a provoqué ça. Et c'était pour l'équipe de Vigil Games, parce que c'était pour eux l'occasion de créer leur studio, l'envie de faire un God of War matinée de Zelda, littéralement. Et effectivement, c'est ça. Et le jeu et encore aujourd'hui, il a été réédité sur quasiment toutes les consoles. Tu le trouves sur Switch, PS4, PS5. Ça fait partie des collections des jeux que tu peux trouver. Et comme THQ, qui était vraiment content d'avoir un jeu qui se vendait, parce qu'il y avait toujours ce Warhammer qui était repoussé et qui était censé être leur joyau. THQ dans une grande difficulté financière entre la fin 2010 et 2012-2013. Mais parce que justement, les actionnaires qui te donnent des sous chaque année te disent ok, donc là on va sortir un truc Warhammer, c'est Madureira qui va faire le design, ça va te déchirer tout. Donc forcément ils alignent. Et puis quand l'année d'après, il est où le jeu? Alors là on n'a pas totalement fini, mais l'année prochaine vous allez voir, ça va tout déchirer. Et en fait ça tu peux le faire une fois, 2 fois, 3 fois, mais on est quand même dans un système libéral, capitaliste, et en général quand dans une grosse boîte quelle qu'elle soit, il y a juste tu perds un petit peu d'argent d'une année fiscale à l'autre. T'as beau notamment avoir planché, je sais pas moi, sur une industrie du cinéma pendant 10 ans, l'avoir monté, t'appeler Alonso, et tu merdes, tu dégages, et vraiment ça va vite. Mais ceci est une autre histoire. Oui, mais ceci est une autre histoire. Mais c'est-à-dire que personne n'est à l'abri quand tu fais perdre de l'argent à des actionnaires. Rappelons Yu Suzuki chez Sega qui a niqué ce géant du jeu vidéo, et maintenant on n'a plus de console Sega. Suzuki, il avait investi le PEL de la boîte pour faire Shenmue. C'était horrible. Oui, mais il suffit. En fait, le problème, c'est que c'est ça quoi. Il suffit d'un échec pour que au bout d'un moment, tu vois, ça va pas être ton CV de bons et loyaux services qui vont te protéger. C'est-à-dire que non, on est dans un système où soit t'es au top tout le temps, soit tu te dégages et vraiment on va te faire du sale quoi. Et THQ, alors Darksiders a très bien marché, et il était déjà prévu que 2 ans après le deuxième devait sortir, et qui en plus est un excellent jeu. Le personnage de Gore, du gameplay, il est magnifique, beaucoup plus grand, tout riche, est magnifique, les décors, les trolls, le forgeron, les démons, enfin tout est magnifique, sauf que le jeu est sorti au mauvais moment, pas la même com, et il bide. Par rapport aux investissements, il bide. Enfin, il a bidé par rapport à ce qu'il a coûté. Mais il s'est quand même vendu à plusieurs millions. Non. Le premier s'est vendu. Le deuxième a vraiment fait un flop par rapport au premier. Okay, il y a un différentiel qui est hallucinant. Et en fait, ils ont dit, ok. Donc, THQ s'était déjà vidé. Même les bureaux de Vigil Games, pareil. Madureira avait démissionné. Non, il était encore là. Il était encore là pendant la sortie. Pendant la sortie de Darksiders 2. Et en fait, lui, il est parti travailler ailleurs sur d'autres projets pour faire d'autres dessins. Il est même revenu faire du comics.
à ce moment-là. Ses partenaires qui avaient créé le studio Vigil Games ont créé un autre studio qui a eu la possibilité de faire Darksiders 3, mais sans Madureira. Ce qui explique d'ailleurs que quand tu regardes le design de Darksiders 3, tu te dis ça, c'est marrant, c'est moins bien fini, moins bien fait que... Avec Strife, c'est ouais, ça ouais, c'était pas que pareil, sur hein. le 1 et le 2. Et donc Madureira fait du comic book pour manger pendant ce moment-là, à ce moment-là. Et il crée Airship Syndicate. Et là, il est en contact avec Riot, parce que il y a plein de gens qui ont voulu racheter Vigil Games quand Darksiders c'est fini. Parce que ils ont dit attendez, c'est quand même Darksiders, c'est super. Même logiquement, le PDG de Platinum a été un des premiers à dire mais moi, si jamais il le vendait moins cher, je rachèterais Vigil Games tout de suite, parce que c'est un studio. Et en fait, il y a pas eu d'offre. Et Vigil Games a explosé comme ça parce que les gars, ils étaient tous en dépression, parce que c'était une époque où les studios se faisaient racheter par d'autres structures, mais pas eux. Et donc ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait? On pue la merde. Voilà, vraiment. Et donc son comparse arrive à récupérer quand même les droits de Darksiders. Ils font Darksiders 3. Et quand Madureira rencontre Riot, Riot, donc League of Legends, demande à ils veulent étendre l'univers de League of Legends de mille et une façons. Arcane en est un des avatars, la série Arcane d'animation fait par le studio Fortiche à Lyon, et notamment un jeu de rôle tour par tour qui s'appelle Ring Kings, et qui est totalement designé par Madureira, avec un dessinateur élève qui fait les cinématiques, qui fait les cinématiques dont on va parler, et qui est celui qui un Français. Un Français qui reprend donc Battle Chaser là en 2023. Il a commencé à le faire travailler sur le jeu de Riot. Et en même temps, comme ils sont tellement confiants dans le travail qu'il fournit, et que lui en plus il a les droits de Battle Chaser parce que c'est sa création, il leur propose en amont de faire un jeu tour par tour, Battle Chaser Night War, où il introduit en plus un nouveau personnage qu'il a créé également, mais uniquement pour le jeu. Et Riot étant rassuré par Battle Chaser Night War sur le savoir-faire de Airship Syndicate, lui donne les clés donc de Ring Kings dans la foulée. Et comme ça va mieux pour lui, ça va mieux aussi pour son pote qui a donc fait Darksiders 3 et qui a créé sa boîte aussi. Ils se disent ça serait quand même bien qu'on puisse quand même continuer l'univers de Darksiders qu'on a créé, et c'est là que Madureira sort Darksiders Genesis, qui est en fait une préquelle où War est avec Strife, parce que dans Darksiders 3 c'est Fury. Ça vient de m'arriver, c'est la fille, c'est Fury, et avec Strife, et c'est un jeu vu du dessus à la Diablo qui est formidable. Et où tu retrouves la patte graphique de Madureira, parce que là c'était son studio, et qui a fait les bonheurs de la Switch. Moi je l'ai sur ma Switch, voilà, je conseille. Donc en fait tout ça est une sorte d'écosystème. Darksiders 1, 2, 3, là il n'y a plus Madureira, Battle Chaser Night War, Ring Kings, et maintenant Darksiders Genesis. Et logiquement, ils étaient en pourparlers pour sortir un jeu dont on peut déjà voir quelques bandes annonces, qui s'appelle Wayfinder. Et finalement, je sais pas si il va se faire ou non, mais c'était censé être la prochaine grande. On a Arnaud qui fact-check depuis tout à l'heure. Dès que Sigris dit un truc, il vérifie la date et tout, si tout est bon. C'est magnifique. Oui, et puis je viens de découvrir du coup l'existence de Darksiders Genesis. J'étais complètement passé à côté de ce truc. Il est vraiment pas mal du tout. Bah ouais, il est aussi sur console Sony. Donc, ouais, non. Donc, du coup, un truc à tester prochainement. je découvre. Mais ouais, Wayfinder, effectivement, rejoignez la bêta fermée. Mm. Oui, j'imagine que ça va se faire, du coup. Mais pas tout de suite.
Alors du coup, on a été un peu vite parce que quand même, donc le jeu Battle Chasers est annoncé. Il est financé sur la plateforme Kickstarter. Souvenez-vous. Donc voilà, un JRPG au tour par tour, etc. Et à l'époque, Joe Madureira dit, et en plus les gars, dans les rewards, on va faire un truc. Si jamais vous mettez la thune, eh ben moi je reviens aux comics et je fais la suite Battle Chasers 10, 11, 12, l'arc en 3 numéros qui devrait servir de conclusion ou de nouveau départ selon les envies. Donc ça c'est 2015, je crois. Bon après on attend un petit peu des annonces, des nouvelles parce qu'un jeu vidéo ça prend du temps, etc., etc. Quelques fans commencent à perdre un peu espoir. Et puis l'année dernière, à la même date, en mars d'ailleurs exactement, il nous dit bon, là c'est bon, là c'est fait, là on est bien. Juste un petit détail, effectivement, moi en fait, probablement pour ce que tu disais, je préfère maintenant faire du jeu vidéo que faire des comics, et puis j'ai pas envie de me remettre à faire ça maintenant à mon âge, etc. Je pense qu'il a vraiment tourné cette page-là de toute façon. Donc je vais prendre un de mes élèves, un de mes poulains, pour faire le dessin, poulain qui s'appelle Ludo Lulabi, et comme Monsieur Fadiga vous le disait, c'est un artiste français, voilà, qui est basé à Lyon. Qui avait fait ses armes sur l'Enfeust Quest. L'Enfeust Quest, c'était une version manga de l'Enfeust qui avait été totalement réinventée. C'était Soleil qui essayait de... Je l'avais lu ça. Ouais, et c'était Soleil qui essayait de capter le public manga. On sentait déjà que Ludo Lulabi avait fortement lorgné sur le style de Madureira. Et il est arrivé trop tôt. Mais ça sortira actuellement, putain. Ouais. Mais je les ai encore à la maison, c'est trop bien. Et donc Ludo Lulabi qui avait fait qu'est-ce qui se passe? Il lit le test de Darkseid. Arnaud, il en a le nerd. Il est en train de faire son shopping. Ouais, Joe Madureira. Il est déjà sur Steam en train d'acheter le truc. Et donc ouais, Ludo Lulabi qui à cette époque-là montrait déjà qu'il avait assimilé le style de Madureira, qu'il aimait le manga. Et donc on a vu arriver sur Darksiders. Je me souviens à l'époque, je crois qu'il est arrivé sur Darksiders 2, voire même dès le premier, je sais plus. Dans les dessins Oui. dans le Cara Design, où en fait il y avait certaines illustrations, je fais tiens, c'est bizarre, Joe Mad tente quelque chose de nouveau, et en fait je vois sur parce qu'il a un style beaucoup plus anguleux. Ouais. Et puis, faut le dire, moins travaillé dans les... brutal. Oui. Ouais. Moins travaillé dans justement les petits détails, les phalanges et ce genre de trucs. Chaque mèche dessinée avec chaque reflet par mèche, ce qui est vraiment la caractéristique de Mad. Voilà, là on est dans quelque chose de plus qui est très très bien, hein, mais qui est beaucoup plus épuré. À bien des égards, je trouve que ça me rappelle alors ce dessinateur coréen qui a un nom que je ne vais pas tenter de dire maintenant, mais qui a dessiné Priest. Oui. Voilà. Une série qui s'est pas terminée non plus. Non plus. Let's go, hein. Et ouais, je trouve qu'il y a des parentés dans le côté anguleux comme ça. Et les visages énervés. Oui. Parce qu'on parlait de beaucoup de choses, notamment des mains et tout, mais il y a aussi un autre truc chez Joe Mad et chez Ludo Lulabi, c'est le courroux sur les visages avec les mâchoires serrées. Enfin, tout à l'heure je parlais des mâchoires, mais les mâchoires serrées, les dents, les canines. Wolverine sous la plume de Madureira, c'est un animal. Il est incroyable. C'est on sent toute la bestialité du personnage, et Ludo Lulabi a réussi à récupérer ça. Ouais, tout à fait. Oui, ils sont d'accord. Corentin arrivait, donc là ça va faire les 25 ans de la série. On nous annonce un arc en 3 numéros et une réédition aux États-Unis seulement des premiers trades en complet du coup, parce que 9 numéros évidemment ça tient dans un seul trade, avec une belle édition nouvelle, etc. En France, là je vois effectivement Fadiga qui a ramené le projet. Enfin déjà je vais peut-être un peu vite. Est-ce qu'on est content, est-ce qu'on est confiant, est-ce qu'on est heureux déjà d'avoir attendu 25 ans pour avoir la suite? Est-ce qu'on va se ruer dessus au premier jour du single? Est-ce que c'est pas un plaisir de jeunesse? Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça finalement? Moi ça va être un Day One, mais je laisse Fred parler avec la raison. Alors ça va être un Day One également, mais alors attention, parce que je n'ai strictement aucune volonté et que j'ai tendance à terminer ce que j'ai commencé. Donc moi il a mis 25 ans, voilà, ça peut être dessiné par tu vois, une tierce personne. J'attends, je veux la suite, parce que j'aime bien, je suis complétiste. Maintenant, est-ce que je suis totalement comblé? Je trouve que après avoir fait Battle Chaser Night War en jeu de rôle tour par tour,
je trouvais que pour quelqu'un qui avait été aussi influencé par le jeu vidéo, s'il était fatigué par son univers et par le fait de le dessiner, pourquoi pas le faire perdurer en jeu vidéo. Alors, j'imagine que c'est parce que les ventes n'ont peut-être pas été aussi importantes que ce qu'elle espérait. Et qu'il est plus facile de vendre des personnages de League of Legends avec la fanbase qui est derrière que de Battle Chaser. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon jeu. C'est un jeu qui fait pas avancer le scénario, par contre. Non, mais c'est dommage. C'est un Gaiden, quoi. Voilà, oui, mais ça valait le coup vu que c'est une licence qui est à lui, et de la développer un petit peu avec le savoir-faire qui... Alors peut-être que ça va venir, hein. Peut-être qu'il fait ses armes sur des plus grosses licences pour ensuite avoir les moyens de se faire un petit kiff. De toute façon, à la fin, comme tout studio qui a un petit peu envie de tester des trucs, je te le dis, hein, Matt, si tu écoutes ce podcast, ça va foirer. Et c'est Nintendo qui te rachètera et qui te permettra de faire ce que tu veux. Parce que c'est toujours comme ça que ça se termine. Ça se termine toujours au bout d'un moment. Voilà. Parce qu'il a une vibe qui est très très proche du studio Platinum, dans ses envies aussi. Et au final, Platinum, ils sont bien chez Nintendo. Parce que Nintendo, il dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant qu'à un moment donné, on peut avoir un costume spécial Link ou une épée Zelda. Nous, ça nous va. Faites des rééditions de Mad World aussi, s'il vous plaît, Nintendo. Oh oui. Adaptation de Sin City involontaire. Oui, mais et puis Mad World et Anarchy Reigns, le beat'em up de folie avec une bande son. Si jamais t'as envie de soulever de la fonte, tu te mets la BO d'Anarchy et de Mad World aussi. C'est un truc de malade. C'est du rap hardcore énervé et avec de la techno. Vraiment, c'est formidable. C'est formidable. Et en plus, il y avait Bayonetta en personnage caché, ce qui est toujours une très bonne chose. Mais donc, on a fait cette parenthèse jeu vidéo. Mais ça fait partie, hein, tu sais. Oui, ça fait partie du monde de Joe Bad. Ma question était, qu'est-ce qu'on attend pour la suite, sinon du jeu vidéo, du coup? Pour Battle Chasers, je précise bien. Pour Battle Chasers. Donc, moi, je suis assez confiant. Et en plus, c'est vraiment c'est la vraie épreuve du feu de Ludo Lullaby. Là, il va mettre ses petits pieds dans les gros chaussons de Joe Mad. Et en réalité, je voulais voir ça. Donc, c'est pas une déception. Je suis déçu de ne pas voir Joe Mad sur le comic book, mais il y a ce côté, est-ce que Ludo Lullaby va vraiment éclore? Est-ce qu'il va donner sa patte à Battle Chasers sans totalement cloner son maître? Et je veux voir ça, rien que pour le côté évolution de l'art et émancipation d'un élève. Je suis assez preneur, et en plus Joe Mad n'est pas si vieux que ça en réalité, donc je me dis que si le Lullaby fait le taf, s'il y a les ventes, est-ce qu'il reviendrait pas pour des épisodes spéciaux ou pour le final en réalité? Alors moi, il y a juste j'ai une crainte, c'est que il a tellement attendu et il a développé son univers. Pour moi, l'univers de Darksiders, il y a encore des choses à dire, parce que en plus l'intrigue globale n'est pas bouclée. Il manque un cavalier, quoi. Non, on les a tous vus. On les a tous vus désormais, parce que le dernier était dans Genesis, mais justement, il reste le rassemblement et le point final, le endgame, à ce conflit. Donc moi, j'attends ça de manière très pressante, plus que Battle Chaser. Et en plus, pour ce qui était des forces de Madureira, le souci, c'est que comme maintenant on est dans un univers cross-platform et cross-médium aussi, qui s'est vraiment développé très très fort, il y a des gens qui incarnent l'esprit Madureira et qui font tout ce que j'aimais chez Madureira, mais en quasi mieux et plus souvent. Et je pense notamment à toute l'écurie Arc System. C'est le jeu vidéo Guilty Gear, Blaze Blue,
D&D, voilà, D&D, Persona 4 Arena. Et en fait, quand tu regardes les personnages de Guilty Gear Strive notamment, et avec ce système d'animation que tu trouves sur les nouvelles consoles, la manière dont ils sont dessinés, la manière dont c'est une excroissance, enfin c'est la suite logique d'un univers de Madureira, mais qui bouge, superbement animé, dans des jeux de combat en cel shading magnifiques. Et donc en fait je me dis bah oui, en fait le monde a évolué, ces représentations graphiques elles ont changé aussi, et désormais cette claque graphique qu'on pouvait avoir sous forme de comic book quand t'as lancé Battle Chaser, maintenant, tu l'as juste en regardant deux personnages qui rentrent sur un ring dans Guilty Gear Strive où tu dis, wow, putain, et là, Soul Bad Guy. Et Potemkin. Oui, Potemkin, c'est totalement un personnage de Jomat, voilà, c'est trop beau. énorme comme ça, avec des bras, de la vapeur qui sort de tous les écrous, etc. Les petits personnages super forts, badass, avec des yo-yo, des dauphins, ce que tu veux. Bridget, c'est quasiment une Gully. C'est une Gully. Ouais. De toute façon, il y a un héritage très clair entre Darkstalkers, le jeu, et les Guilty Gear ensuite. Parce que c'était déjà pareil, des personnages à système avec des monstres, des animations pas possibles. Et finalement, comme Jomad était un élève de cette école-là, il croise d'autres élèves qui ont fait leur franchise de leur côté, quoi. Donc ça veut pas dire que ça sera pas plaisant de lire la suite, mais ça, là où il incarnait vraiment un vent de fraîcheur et de nouveauté, et ben désormais il fait partie des ancêtres, de ceux qui ont eu des enfants dans d'autres médiums et qui nous permettent d'avoir notre dose régulière de claques dans la gueule graphique. Et donc tu te dis, ah bah tu vois, tu devrais rester sur le jeu vidéo et développer ce qui fait ta singularité désormais. Et pour moi, bah c'est le plus gros de son travail, c'est Darksiders. Et donc c'est surtout ça qui devrait privilégier envers et contre tout. Et je sais que dans cette industrie c'est compliqué parce que tu vois, les gens ils regardent les chiffres, ils disent ah bah le dernier il s'est pas formidablement vendu, mais je reviens toujours à Platinum, il y a plein de jeux de Platinum qui s'étaient pas formidablement vendus et ils ont trouvé des maisons mères qui ont dit bah écoutez, moi j'y crois quand même, je vais vous laisser terminer. Et voilà quoi, et au bout d'un moment, même si c'est dur, faut pas lâcher son truc. Et c'est ce qui s'est passé avec Battle Chaser, c'est que c'était ton truc, tu l'as lâché pour faire autre chose, t'as fait autre chose de très bien. Ça serait dommage que tu ne l'achèves pas aussi. Parce qu'au final, à vouloir contenter tout le monde avec autant de temps, de distance, les fans de Battle Chaser, puis les fans de Rankings, et puis les fans de Warhammer, puis les fans de Darksider, au final, tu vas contenter personne. Donc, termine peut-être ce qui a plus de chances de se conclure. Et à mon sens, c'est vraiment Darksiders plus que Battle Chaser. Eh ben, on parlait de conclure, ça tombe très bien. Je pense qu'on a fait un peu un bon tour du sujet là. Juste donc, effectivement, Fadiga nous a ramené les éditions françaises, les quelques éditions françaises qui existent de Battle Chasers. À l'heure actuelle, on n'a pas encore de vision sur une éventuelle réédition VF chez un autre éditeur. Donc là, actuellement, on a les éditions USA qui datent un peu, je crois, Arnaud. Bah oui, parce que les deux tomes que Fabrice a, en fait, ça date des années 2000-2001. En fait, 2000 pour le premier tome et 2001 pour le premier, donc chez Comics USA de chez Soleil, en fait. Et avant, c'était sorti, donc, tu le mentionnais avant, chez Semic en fascicule. Oui. Mais le truc est que, donc, si je fais les calculs, 22 ans, il s'est passé 22 ans sans réédition de Battle Chaser, donc j'ai même pas essayé de faire un tour sur des plateformes de libraires pour voir si c'est encore disponible, mais je suis même pas sûr qu'en fait et c'est un peu ça le problème, tu vois, même par rapport à la problématique du fait que c'est un peu le retour de Battle Chaser, ça fait plaisir un peu aux vieux lecteurs, mais le fait c'est que c'est une série qui depuis 15 ans, si on prend un peu le phénomène de vente et de disparition des bouquins des étals, mais plus de 15 ans que le bouquin, de toute façon, que la série n'est plus accessible, en tout cas en VF, à des gens qui auraient pu vouloir la découvrir avant, non? Mais complètement. Et non seulement il y a ça, mais ça remonte à tellement longtemps que maintenant ça vient de m'arriver, mais je me souviens que il y a une série d'Heroic Fantasy en comic book qui a poussé le curseur plus loin encore que Battle Chaser et qui n'a toujours pas non plus qui s'est arrêté en cours de route et qui n'a pas eu les honneurs d'une réédition, mais qui était la suite logique de Battle Chaser. C'était Scion,
de Jim Chung, c'est chez CrossGen, qui était une série d'heroic fantasy avec des personnages incroyables, un chara design. Et Jim Chung ensuite est revenu chez Marvel et chez DC notamment. Mais ça, maintenant que j'y pense, ça veut quand même dire que oui, Battle Chaser, même sur son terrain de prédilection, il a déjà été concurrencé par des séries plus longues qui ont qui se sont elles-mêmes arrêtées et qui n'ont même pas été rééditées aussi. Donc là, tu te dis, waouh, vraiment, c'est. T'as un peu le sentiment, comme dans le cinéma, quand on t'annonce qu'on est en train de penser à un nouveau Constantine avec Keanu Reeves et t'es là, tu dis quoi? Ah oui, c'est vrai! Et tu te dis, mais qui a pensé à ça, en fait? Mais ça, c'est... Attends, je me fais juste un correctif par rapport à ce que je disais, en fait, qu'il y a eu une réédition chez Soleil, en fait, qui date de 2012. Mais donc, ça fait quand même maintenant 10 ans, en fait, que ça n'a pas été réédité parce qu'en tout cas, en cherchant sur Bubble ou sur d'autres sites de livraison, c'est quand même marqué indisponible partout et dans aucun des libraires partenaires. Donc, à mon avis, là, si tu te pointes en librairie, à part à faire l'occasion, à mon avis, c'est compliqué de se la procurer. Et alors après, cette édition, j'avais un peu galéré à l'époque. Enfin, elle n'était pas très bien éditée. Il y a plein de fautes dedans. Enfin, les erreurs typographiques sont monstrueuses. Mais c'était déjà une époque où on se demandait si l'éditeur avait dit bon bah je sors ça, mais bref. Et c'est la France n'y croyait pas. Je pense que la France n'y croyait après pas. Pour les lecteurs qui n'ont pas de réticence à lire sur tablette, et l'intégrale est accessible via le Comixology d'année depuis que ça a été Kindle maintenant on dit. Depuis que ça a été racheté par Amazon, mais disons qu'on peut quand même le trouver dans une édition impeccable, avec en plus le numéro spécial d'Adam Warren dedans, et avec les couvertures, les croquis et tout ça. Et qui n'est pas gêné par la lecture sur tablette peut y aller. En plus, elle est pas chère. Donc ça vaut le coup. Moi, je l'ai comme ça dans son intégrale. J'ai les versions CMYK, j'ai les versions VO et j'ai la version Comixology. J'ai le poster. Puis j'ai des dessins aussi. Je dois avouer que les versions CMYK, ça fait partie des rares comic books que j'ai sous plastique, parce que j'ai pas envie de les détruire. Pareil pour les Crimson, parce que c'était vraiment, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Il y a eu une intégrale Crimson qui est ressortie. C'était chez Glénat. C'était chez Glénat. En omnibus. Après, je suis pas sûr qu'elles sont encore disponibles, puisque Glénat Comics n'existe plus. Je garderai quand même mes CMYK, parce qu'en plus, t'avais les pubs d'époque. En fait, c'est vraiment des sortes de capsules temporelles, avec les pubs des premiers jeux PlayStation 2 et tout dedans. Et puis c'était magique, parce que c'était, moi je me rappelle, c'était l'époque où t'allais vraiment en reléage, en librairie, tu vois, t'avais Marie Cléridé, Femme Actuelle, et puis tes comic books, et c'est vrai que aujourd'hui, quand je vais dans n'importe quel Cultura, Fnac ou tout ça, et que je vois les comic books vendus de cette manière, moi qui adore House of X et Power of Ten et ce genre de choses, je trouve que oui, il y a quelque chose de froid à les voir vendus comme ça. Et ça manque de pub pour le jeu vidéo. Non, mais en fait, il y avait ça manque de ta dose mensuelle, en fait. Je trouve que et tu peux plus dater les comic books, en fait, parce j'ai du mal. Techniquement, tu récupères ces fascicules, tu sais à quelle époque c'est sorti. Plus pour Tekken Tag dans Battle Chasers 5 et 6. C'est vraiment waouh. Le premier. Non, mais quel kiff. Ça nous rappelle des bons souvenirs. Arnaud, tu veux boucler? Oui, je peux boucler. Il est en train de jouer à Battle. Non, parce que je regardais qu'il y avait aussi une anthologie, enfin un TPB VO qui est sorti en 2019, donc qui est encore disponible aussi, je pense, chez les libraires spécialisés, qui contient aussi c'est ta version Comixology, mais qui existe en papier. C'est 300 pages du coup de. Je suis sûr que ceux qui ont écouté ce podcast jusqu'au bout l'ont déjà, en fait. A priori, oui, je pense qu'effectivement, ça s'adresse peut-être plus aux fans, mais peut-être qu'il y a des gens qui sont curieux et qui veulent quand même découvrir Red Monica aujourd'hui. Voilà. Ou Garrison. Ou Garrison. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Fred et Fabrice d'être venus faire votre témoignage et déclarer votre amour à cet artiste qu'est Joe Madureira. Effectivement,
la Cara n'est pas des plus importantes en termes de production, en termes de volume de bande dessinée, mais ce sont des bandes dessinées qui ont marqué toute une partie du lectorat et aussi toute une partie du public de gamers. Et donc, je t'avoue que ça m'a même surpris que tu dises que tu attendais plus la conclusion de Darksiders que de Battle Chasers, mais pourquoi pas? C'est un point de vue qui se défend. On espère en tout cas que ces podcasts thématiques, ça vous plaît. Ils sont rares, donc ils sont précieux. Donc il faut, si ça vous plaît, le faire savoir. Donc vous pouvez commenter, proposer des idées de sujets si vous en avez. Partagez surtout les podcasts, partagez, taguez Joe Madureira si vous le voyez quelque part, pour qu'il soit content de savoir qu'on attend effectivement son retour. Et ouais, bien sûr, notre Frenchie qui est à Lyon, je crois, c'est un artiste lyonnais. Donc on attend de voir quand ça arrivera à l'été arrivant. Et puis ma foi, en plus de tout ça, vous pouvez également soutenir le podcast sur Tipeee avec la page qui est ouverte en permanence. Merci encore à vous Fabrice et Fred d'être venus dans le podcast. Puis on se dit à très bientôt pour la prochaine émission. Salut. C'est vrai, à bientôt. Merci à vous.